Plaisir de vous retrouver une nouvelle fois, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue à cette grande édition d'information sur la télé autrement. Débutons cette édition du journal avec la primature où le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kyenge a présidé ce mercredi 2 juin la 6e réunion du comité de conjoncture économique composé du ministre au plan, au budget, de l'économie nationale, du ministre du Travail, Emploi et Prévoyance sociale, celui du commerce extérieur, des vice-ministres de Mines et des Finances et du gouverneur de la Banque centrale. Le comité de conjoncture économique a noté une augmentation des réserves de change de plus de 100%, soit 500 millions de dollars, à 1,2 milliard de dollars depuis l'investiture du gouvernement Samaloukonde. On écoute le ministre du Plan qui nous fait le compte rendu. La réunion d'aujourd'hui, nous avons analysé la situation du 24 au 28 mai. Nous pouvons retenir plusieurs choses. La première, c'est que la situation de l'économie mondiale est en bonne évolution, sauf quelques craintes pour la troisième vague de Covid-19, notamment pour notre pays, d'où le Premier ministre a demandé qu'on sensibilise la population pour le respect des mesures barrières pour ne pas repartir en confinement. Nous avons également examiné la situation au niveau des métaux. Nous avons constaté qu'il y a une baisse du cours des métaux et que ça pourrait avoir un impact sur les finances de notre pays dans la mesure où le cours du cuivre notamment est repassé en dessous de 10 000 dollars par tonne. Nous avons constaté également qu'il y a la baisse sur le plan international du coût des produits céréaliers, ce qui serait une bonne chose, et le ministre de l'économie est appelé à suivre la répercussion de cette situation dans les prix intérieurs. Nous avons, le gouverneur de la Banque centrale nous a exposé qu'il y a une stabilité au niveau du taux de change qui reste au niveau national officiel à 2025, au niveau parallèle à 2025, au niveau officiel à 1989. Et aujourd'hui, nous avons également constaté et encouragé le fait que les réserves de change de la République ont augmenté et de plus de 100% depuis que le gouvernement Samaloukonde est en place. Enfin, le Premier ministre est revenu sur l'instruction qui nous a été donnée par le président de la République de faire un effort pour la diversification de l'économie et également sur les investissements qui doivent être faits dans tous les territoires de la République démocratique du Congo. Voilà un peu l'essentiel de ce qui a été dit au niveau de cette réunion. Et puis en environnement, sachez que la vice-première ministre Eve Bazaïba s'est engagée avec un nouveau dynamisme pour le renforcement des liens entre les États de la psychose. C'est dans ce sens qu'elle a fait elle est descendue sur un de ces centres ce mercredi 2 juin dans le but de palper la viabilité de choses. Alice Massengou pour le reportage. C'est dans l'objectif de palper du doigt sur les réalités autour de l'organisation et fonctionnement de la Commission internationale du bassin du Congo, Ubangi Sanga, que la vice-première ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable, a fait une descente ce mercredi 2 juin 2021 au siège de cette institution régionale à Kinshasa. La patronne de l'Environnement a insisté sur les nécessités de finaliser certains dossiers portant entre autres la réforme de l'institution sous-régionale ainsi que de nouveaux projets d'appui avec les partenaires internationaux. D'abord, en tant que ministre de l'Environnement et du Développement durable, gérant aussi des ressources en eau, j'avais un devoir à devoir visiter en fait cette institution sous-régionale qui est la Commission internationale de la gestion du bassin du Congo, Ubangi Sanga, la CICOS, m'imprégner de tout ce qu'il y a comme projet intégré, tout ce qu'il y a comme organisation pour l'amélioration en fait de la gestion rationnelle de la navigabilité de nos eaux au niveau interne et les relations séculières entre les pays qui constituent pays membres de la CICOS. Et hier, pour votre information, aujourd'hui, nous sommes encore en plein processus de la réunion du comité des ministres parce que les experts ont travaillé avant pour préparer cette réunion. Il y a un certain nombre de dossiers que nous devons finaliser, parmi lesquels il y a la réforme de notre institution sous-régionale, il y a des nouveaux projets que nous venons d'acquérir d'appui, des financements avec des partenaires internationaux et puis il y a d'autres processus internes pour le bon fonctionnement et l'organisation de la CICOS. Donc, notons que
La SICOS a pour mission d'assister les États dans le recensement des bateaux, contrôler la mise en application du Code de la navigation intérieure, élaborer des règlements communs destinés à assurer la sécurité. Et puis d'un ministère à un autre, sachez que le ministre d'État en charge du développement rural, François Robota Massomboko, a échangé successivement dans la matinée avec la délégation du Fonds mondial pour la conservation de la nature et une délégation de la société chinoise dans son cabinet de travail. Suivez. Les échanges entre la société chinoise China Gezuba International Engineering et le ministre d'État en charge du développement rural, François Robota Massomboko, ont porté sur la possibilité de coopération entre le gouvernement congolais dans le secteur du développement rural, à savoir l'adduction à l'eau potable, l'électricité, la création des habitations et la création des routes des dessertes agricoles. François Robota a signifié à ses invités que le projet est le bienvenu, mais il faudra s'inscrire derrière la vision du chef de l'État, celle qui consiste à développer l'homme à la base. Sans oublier que la RDC est un pays post-conflit. L'effort sera mis pour que chaque territoire bénéficie de ce projet, bien sûr après plusieurs échanges. La firme chinoise s'exprime après échange. On a présenté à son Excellence, Monsieur le Ministre, concernant les références, les capacités techniques et financières de la société, surtout les références en Afrique, et montrer aussi que nous avons bien compris le développement rural est très important pour un pays. Et c'est surtout pour la RDC. Et nous voulons accompagner le ministre et ses services compétents à réaliser les projets au niveau du développement rural. Il s'est de noter que cette entreprise est installée dans 28 pays à travers le monde et en Afrique, présent au Nigeria et en Angola. Bien après, le ministre d'État en charge du développement rural, François Robota Massomboko, a encore reçu la délégation du Fonds mondial pour la conservation de la nature, représentée par son directeur général. Je suis venu ce jour avec mon équipe rencontrer le ministre du développement rural pour lui parler de la collaboration qui existe entre le Fonds mondial pour la nature et son ministère. Et il est normal que le ministre venant d'arriver, que je vienne d'abord pour présenter les civilités et puis le mettre à jour sur le travail que nous faisons ensemble avec son ministère. Le ministre était très content de connaître notre organisation, le Fonds mondial pour la conservation de la nature, et s'est réjoui de la collaboration qui existe entre notre organisation et son ministère, particulièrement dans le domaine de la structuration des communautés locales et de leur accompagnement, et aussi de tous les outils de suivi que nous avons mis en place, notamment les suivis pour les objectifs du développement durable. François Robota Massomboko s'aligne derrière la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, toujours, et confirme à ses visiteurs qu'à chaque instant, il s'y met sérieusement pour le développement de la population rurale. Le ministre de Sport et Loisirs, Serge Kondé, et la délégation des députés provinciaux de la Tchopo ont échangé sur la problématique des infrastructures sportives dans la dite province. Reportage signé Roger Bouloba et Arfalon Bassakissa. La problématique des infrastructures sportives dans la province de la Tchopo a été au centre des échanges entre les ministres des Sports et Loisirs, Serge Nkondé, et la délégation des députés provinciaux de cette province, conduite par Gilbert Bokungu, président de l'Assemblée provinciale de la Tchopo. Nous nous sommes rendus compte que la province de la Tchopo a un sérieux problème, d'autant plus que ces infrastructures sportives sont à un état de délabrement très avancé. Alors nous avons jugé utile que dans son programme, dans sa feuille de route pour cet exercice, qu'il arrive également à épingler, n'est-ce pas, dans les activités sportives de la province de la Tchopo. Face aux responsabilités qui sont les siennes dans ces ministères des Sports et Loisirs, Serge Kondé peut bien compter sur les soutiens de la communauté Saint-Pia, dont il fait partie, lui a rassuré Philbert Kunda, président de cette association socioculturelle du Haut-Katanga. Je suis venu essentiellement d'abord pour le féliciter, lui apporter tout mon soutien, c'est-à-dire le soutien de la communauté, et l'encourager à aller de l'avant. La cause des clubs du Haut-Katanga, fief électoral du ministre des Sports et Loisirs, qui prennent part à la 12e Coupe du Congo de football à Kinshasa, est ici plaidée par les chefs coutumiers Kaponda. Comme ce sont des ambassadeurs filles,
qui sont venus dans le cadre du football, et lui annoncer aussi pour qu'ils puissent voir comment booster, les encourager et les pousser en vue que si on peut avoir déjà un premier trophée, des enfants-filles qui pourraient amener une trophée au niveau du Katanga dans le championnat du football féminin. Et enfin, la ministre provinciale des Sports du Haut-Katanga a échangé avec le ministre national des Sports, Serge Nkonde, sur les priorités de sa province dans ces secteurs. Nous avons profité aussi de lui parler de la réalité des sports et loisirs dans la province du Haut-Katanga. Il nous a prêté une oreille très attentive et il a promis son accompagnement dans les initiatives que nous sommes en train déjà de prendre. Madame Pauline Igwabi annonce également la pose de la pelouse synthétique pour bientôt dans les stades Kibasa Maliba. La ministre déléguée en charge de personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables a lancé la campagne de solidarité en faveur de personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables de Goma ce mercredi 2 juin en présence des leaders des associations de ces personnes dans son cabinet de travail. La situation de l'éruption volcanique de Goma reste très préoccupante. Le ministre délégué en charge de personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables, Irène Essambodiata, a lancé la campagne de solidarité en faveur de personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables de Goma, dénommée Action Handicapée Goma, ce mercredi 2 juin dans son cabinet de travail. En présence des leaders des associations de ces personnes, le numéro 1 de ces ministères appelle à la solidarité afin d'assister ces personnes qui sont des potentielles victimes de cette éruption volcanique au regard de leur situation de vulnérabilité mentale, physique et psychique. La population de Goma traverse des moments durs. Cette collecte se fera dans 4 districts de la capitale, où les leaders de ces associations vont sensibiliser leurs bases respectives afin de contribuer pour venir en aide à cette couche de la population. C'est le mardi 1er juin que la délégation de la Fondation Denise Nyakiro Tshisekedi a distribué le vivre aux sinistrés de Nyiragongo au stade de Tatande Nzengambo 2 à Rutshuru. Et ces sinistrés n'ont pas manqué à bénir la première dame pour cet acte d'amour. Suivez. La joie de recevoir une assistance inattendue a été visible au stade Tatande Zerugabo 2 de Rutshuru ce mardi 1er juin à l'arrivée de la délégation qui est chargée de distribuer l'aide mobilisée par la Fondation Denise Nyakiro Tshisekedi aux sinistrés de l'éruption du 22 mai 2021 à Goma. Des vivres de diverses catégories convoyés dans des conteneurs ont été remis à l'administrateur du territoire et la commission de gestion de la crise pour être donnés à ces nombreux ménages qui ont choisi le territoire de Rutshuru pour sauver leur vie durant l'éruption. Ces bénéficiaires ont simplement souhaité longue vie à l'épouse du chef de l'État en disant merci. Mina furahi kuona banatuletea kunjala na tatua depuis tukimbilie. Hatuya na kukula, hatuya na kufanya nini, tulikuya hivi mavitu vyote vilungula. Gizu natona hivi watoto tuko na hangaika kwa kulala. Tunapakosa. Jo tunafurahi kuona msaada na kuya tunashukuru Mungu. Tunaweza mwambia Mungu ambariki asante kwa kutuletea msaada. Chuna sio leo na kesho na sisi hatuwezi msaada kusafata na ginzi. Anatuletea msaada kidogo. Tunafurahi na tunashukuru. Tulikuwa na njala mimi anatusaidia na msaada na pa mzuri sana. Mungu mkumbuke, Mungu msaidie. Atuka na sepene loko mama Denise asali aelibso ration yoko sunga biso atuka na sepeli makasi. Ezo eko sunga hapo tango na kozwa biloko yo bana bakolia bien bakozala les bakosepela. Juu ya hii msaada ya mama Denise Nyakiro nasikia furaha sana na ndio mimi najua kwamba kumbe tuko na mama mwenye anatuchunga na anatujali na anatutilia matumaini kama tunamtumainia na sisi watoto baki. Madame Sarah Biselele, chargée des questions sociales au sein de la Fondation Denise Nyakiro Tshisekedi, a transmis le message de compassion de la première dame en souhaitant aussi que la calmie séismique s'installe pour voir les déplacés retourner dans leurs villes et villages autour de la ville de Goma. Tumefika hapa ni kwa ajili ya wakimbizi. Benye balikimbia Goma wanajiretrouve hapa ku territoire ya Rutshuru. Balipoteza biote. Na bale njo tunasema benye viko prioritaire kwa kupata msaada wa mama. Bapate chakula, baba servir kwanja bakwanza.
juu biko wakimbizi wamekimbia kule kwao wanafika huku. Siye tumefika hapa tunawaletea assistance yetu, msaada iko hapa mumeiona. Mumufasilite ate afanye kazi yake, kila mtu apate msaada. L'administrateur du territoire, Justin Moukanya, a réceptionné l'assistance de près de 70 tonnes de vivres en appréciant l'acte posé. Mnaona msaada ishafika hapa. Vile mama Sara ametoka kusema tutapakula hii bitu yote itingie hapa na komite de crise yenye iko hapa itakabulia kila mtu sehemu yake. Avant d'aller au stade Tatande Zerugabode, une séance de briefing a eu lieu au bureau de l'administrateur du territoire avec toutes les parties prenantes ainsi que les humanitaires pour que les gestes soulagent plus des ménages. Et d'une province à une autre, en Ituri, la province a un nouveau commandant du secteur opérationnel. Le général Kasongo Maloba Robert a pris ses fonctions le mardi 1er juin après une cérémonie de remise et reprise avec son prédécesseur à l'état-major de Tchéré. Suivez. Le général de brigade Kasongo Maloba Robert, nouveau commandant du secteur opérationnel de l'Ituri, a officiellement pris son commandement. Il remplace à ses postes l'amiral Ejidengoï, qui a assumé l'intérim à la tête de ce secteur opérationnel. Et dans le commandement ici, depuis le 10 janvier 2020 jusqu'à aujourd'hui, ça fait 5 mois qu'on a œuvré avec l'ensemble des membres d'état-major ici. On a fait ce que nous on pouvait faire et ce qui est resté là, je crois que vous allez faire aussi mieux que nous autres. Mes sincères félicitations et toutes les bonnes choses encore. Bonne chance. Le général Kasongo Maloba Robert, il était nommé dans le cadre de mesures d'accompagnement de l'état de siège pour traquer et neutraliser les groupes armés dans la province de l'Ituri. Nous allons continuer, poursuivre sur le même lancé. Nous vous remercions pour votre accueil et nous sommes là. La priorité, ce ne sont pas les réunions, c'est l'efficacité sur terrain, la détermination. Et ça, non, ça c'est mon modus operandi. Donc, nous allons continuer à travailler ensemble. Rappelons que le général Kasongo Maloba Robert vient de Kalemi, où il était commandant de la 22e brigade de réaction rapide et commandant des opérations Usalama dans la province du Tanganyika. Désormais, le commandement de l'état de siège en province de l'Ituri, sous l'œil vigilant du lieutenant-général Luboya Kashamadjoni, est donc au complet. La Direction générale de migration a mis la main sur des expatriés en irrégularité flagrante et logés dans des conditions en contradiction avec les règles sanitaires. Après leur interpellation, ils ont été expédiés dans leur pays d'origine. Suivez. La Direction générale de migration poursuit avec ses contrôles de routine de la régularité des titres de séjour des étrangers. Elle vient de mettre la main sur des étrangers qui détiennent les visas non conformes car n'ayant pas rempli toutes les conditions générales d'octroi de visa, l'établissement, à savoir la justification des moyens de subsistance suffisants et honnêtes qui se traduit par la preuve de résidence individuelle et la preuve de revenu par une attestation en relevé bancaire, l'acte de domiciliation de leur rémunération dans un compte ouvert dans une banque locale. Nous sommes à l'immeuble Laxam dans la commune de la Gombe. Ces étrangers sont dans l'indigence et victimes d'une exploitation de leurs compatriotes. Tenez, ils vivent dans la promiscuité totale au mépris de règles d'hygiène et de bienséance. L'équipe de contrôle de la DGM a fait le constat ci-après. Au 4e niveau de l'immeuble constitué de toiture et terrasse, une partie sert de service cuisine, buanderie et une autre partie a été transformée en dortoir et installation sanitaire. Une grande concentration des lits dans les dortoirs, manque de salles de séjour, local servant de réfectoire très exigu et ne contenant que des nattes, cuisine insalubre et insécure. En pareille situation, la DGM s'est vue dans l'obligation de procéder au retrait du visa et à la reconduction à la frontière de tous ces étrangers non en règle. La DGM, qui s'inscrit dans la vision du chef de l'État de mettre l'homme au centre de son action, tient au respect des conditions pour obtenir un visa de séjour en RDC. Et de ce fait, elle lance un appel à tous les étrangers vivant dans ces conditions de se mettre en règle car elle ne lésinera pas sur les moyens pour appliquer la loi et le contrôle va se poursuivre sans désemparer.
Jean-Max Mayaka, coordonnateur du projet de paiement numérique dans les secteurs de la santé, ne cesse d'apporter des exemples de taille pour le relancement du dit projet qui facilitera la paye du personnel de santé en temps de crise. Il a fait savoir au micro de Arfalon Bassakissa et Jean-Sidi Atezo. Dans le cadre de booster la base des données des bénéficiaires dans l'utilisation des solutions de paiement numérique, dans les interventions de la santé, les coordonnateurs du projet de paiement numérique dans le secteur de la santé, Jean-Max Mayaka, rassure. On va jusqu'à nous occuper de tout ce qui est logiciel dans les nouvelles technologies dans le secteur de la santé. Et c'est à ce titre que le ministre de la Santé nous a donné la possibilité de piloter ce projet salvateur ou mettre en œuvre un cadrage de base de données des bénéficiaires, des agents comme relais communautaires qui travaillent dans le secteur de la santé lors des vaccinations. Tout ce qui est les policiers, les services traiteurs qui accompagnent en fait ces activités sont souvent rémunérés en retard. Vous allez voir, la campagne se termine, mais pour leur acheminer par exemple les moyens et les rémunérations, ils peuvent l'obtenir 2 mois après et aussi avec la dépréciation parce qu'ils prennent du cash. Et les bailleurs ainsi que les partenaires techniques et financiers du ministère de la Santé sont incommodés par rapport à cela. Jean-Max Mayaka, l'homme comblé des idées numériques pour le bien-être du personnel médical, a profité par la même occasion de citer quelques sources financières pour la réussite de ces projets. Pour la transformation digitale, a été le point focal de l'appui de l'OMS. C'est un projet en fait qui va s'étendre sur 47 pays en Afrique. Nous avons eu comme modèle la Côte d'Ivoire au tout début, mais l'expérience Kinshasa qui a étonné, comme j'ai dit, plus d'un, parce que au départ nous avons prévu l'enrôlement de 70 000 agents communautaires, mais nous en avons eu presque le double, donc nous sommes à 132 000 enrôlés. Et pour moi et pour nous, en tout cas, c'est vraiment un résultat plus que laborieux. Il s'est dénoté que ce grand projet qui a permis d'enrôler 130 000 agents et relais communautaires. Et puis ouvrons la page internationale dans ce journal. Sachez que la figure du mouvement M5 RFP, Choguel Kokala Maïga, a été nommé Premier ministre du Mali par le président, le colonel Amissi Goïta, après plusieurs tractations en vue de calmer la situation de la politique extérieure du Mali après un deuxième putsch de militaires. Suivez. Le Mali a un nouveau Premier ministre. Une semaine après que le président Bandao et le Premier ministre Mokhtar Ouane aient été forcés de démissionner, le nouveau président de la transition malienne, le colonel Assimi Goïta, a nommé Choguel Kokala Maïga, un des leaders du M5 RFP, à la tête du gouvernement. Tenu à l'écart de la transition depuis le coup d'État qui a renversé le président Ibrahim Boubacar Keïta en août 2020, le M5 RFP, ce mouvement de contestation malien inédit, se retrouve désormais propulsé à la primature, après plusieurs jours de discussions avec les militaires putschistes. Une nomination qui pourrait calmer les critiques qui dénoncent la prise de pouvoir par les militaires et appelle les forces armées à un retour immédiat à une transition civile. Après la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, l'Union africaine a elle aussi suspendu le Mali de ses institutions ce mardi. Dans un communiqué, les dirigeants africains ont appelé les militaires maliens à urgemment et inconditionnellement retourner dans leurs casernes et à s'abstenir de toute interférence future dans le processus politique au Mali. Après la CEDEAO, c'est au tour de l'Union africaine de suspendre l'adhésion du Mali en réponse au dernier coup de force militaire et avant de menacer d'imposer des sanctions ciblées si un gouvernement dirigé par des civils n'était pas rétabli, a-t-elle déclaré dans un communiqué officiel rendu public ce mercredi. Après le coup de force du colonel Assimi Goïta contre les désormais ex-dirigeants de la transition au Mali, l'Union africaine hausse le ton. L'organisation continentale a annoncé mardi la suspension du pays de ses organes et ses institutions jusqu'au rétablissement d'un ordre constitutionnel normal.
mais pas que. Lui a par ailleurs appelé les militaires maliens à urgemment et inconditionnellement retourner dans leurs casernes et à s'abstenir de toute interférence future dans le processus politique au Mali, tout en exigeant la mise en place des conditions pour le retour à une transition démocratique sans entrave, transparente et rapide, ainsi que la levée des restrictions sur tous les acteurs politiques, notamment l'ex-président Bandao et son premier ministre placés en résidence surveillée. Le Conseil de paix et de sécurité de l'organisation entend aller plus loin. Il brandit la menace des sanctions ciblées et d'autres mesures punitives contre ceux qui bloqueraient le bon déroulement de la transition. Et voilà, c'est par ici que nous mettons un terme à cette grande édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur Amen Télévision, la télé autrement. Au revoir.